Exactement, et nous sommes avec Maître Rémi Jossaume, avocat en droit routier, qui vient nous voir régulièrement sur ces questions qui sont importantes. Pierre Palmade reste en prison pour le moment, sa libération sous bracelet électronique est en suspens. L'humoriste est incarcéré depuis le mois de décembre après un accident provoqué sous l'emprise de stupéfiants. Pierre Palmade a obtenu l'aménagement de sa peine sous bracelet électronique, mais le parquet de Bordeaux a aussitôt déposé un appel suspensif. Après 3 mois au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, le comédien a été condamné à 5 ans de prison ferme, à 5 ans de prison, dont 2 fermes, et il avait sollicité le 11 mars un aménagement de sa peine. Maître Jossaume, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on est dans quelque chose de classique ? Très classique. Ce qui n'est pas classique, c'est peut-être le commencement du dossier, puisque Pierre Palmade n'a pas été incarcéré dès le commencement de l'affaire. Il a été mis sous détention médicalisée. Ça, c'est une défense très efficace qui a permis cela, et l'appel du parquet a été par la suite confirmé d'ailleurs par la chambre d'instruction, et c'est parce qu'il a fait un AVC qu'il a pu bénéficier d'un régime évitant l'incarcération. Qu'il y ait une sanction relativement lourde, parce qu'elle est en matière d'infraction routière relativement lourde, c'est tout à fait normal, et ça montre le traitement tout à fait neutre par la justice, bien évidemment, du dossier. Qu'il y ait une demande d'aménagement de peine, bien évidemment. Manifestement, je connais pas les raisons pour lesquelles le parquet fait appel, mais semble-t-il, le parquet considère que cet aménagement de peine n'est pas soit adapté, soit pas très opportun pour le moment, et peut-être aussi en contextualisant cette affaire au regard du public, parce que beaucoup ne comprennent pas qu'une personne qui a commis des faits relativement graves, qui encourait une peine relativement lourde, ne fasse finalement que quelques mois de détention. Que disent les textes en termes de remise de peine lorsqu'on a écopé de 2 ans de prison ferme? Je crois que c'est 3 mois de... C'est 3 mois de remise de peine par année, avec des aménagements possibles à mi-peine, demi-peine. En fait, c'est extrêmement compliqué, le droit de l'aménagement de la peine. Pour rien vous cacher, moi je fais appel à un avocat spécialisé pour ce type de demande, parce que, encore une fois, les textes changent très régulièrement. Selon le ministre de la Justice en poste, il y a des remises de peine automatiques, il y a des remises de peine sous forme de gratification quand les personnes se comportent bien en détention. Vous avez aussi des aménagements de peine pour des raisons médicalisées. C'est certainement sur ce terrain-là que son conseil est allé. Globalement, on a quand même la culture de l'aménagement de peine en France, c'est-à-dire que toutes les peines inférieures à 1 an de prison ne donnent pas lieu à incarcération. Par contre, lorsque vous dépassez ce délai d'1 an, vous êtes automatiquement incarcéré. Et puis après, il y a la mise en place des procédures d'aménagement de peine, et c'est pour ça que je le dis très régulièrement. Quand vous êtes condamné, vous n'espérez pas une remise de peine avant 4-6 mois, le temps que la justice se mette en marche pour apprécier la demande d'aménagement de peine. Depuis combien de temps vous êtes avocat en droit routier ? Ça va faire une quinzaine d'années maintenant. Est-ce que vous diriez que les peines ont beaucoup changé depuis le début, il y a 15 ans, lorsque vous êtes entré dans les dossiers, et notamment ont changé vers plus de sévérité ? Non, mon constat il est le suivant, c'est-à-dire que pour les contraventions de tous les jours qui sont graves mais ne mettent pas en danger peut-être directement les autres usagers, nous avons des peines automatiques, des peines qui fonctionnent relativement bien, et il y a une intransigeance de la justice. Vous payez votre amende et puis vous perdez vos points. Enfin, tout ça est très bien organisé. Lorsque vous rentrez sur une justice plus humanisée, donc moins bureaucratique, avec l'appréciation d'un juge, avec un fonctionnement judiciaire traditionnel, vous avez effectivement des peines qui sont beaucoup moins sévères que celles qui sont encourues. Je vais vous donner un seul chiffre. En matière d'homicide involontaire, avec des circonstances aggravantes, vous encourez entre 7 et 10 ans de prison. Vous avez donc tué quelqu'un sur la route. La moyenne des peines prononcées, c'est 18 mois. Sachant que ces 18 mois de peine sont par la suite aménageables. Dernier exemple en date, un de mes clients qui a été impliqué dans un accident mortel avec de l'alcool et du stupéfiant, condamné à 3 ans d'emprisonnement ferme avec un mandat de dépôt à la barre, et ressorti en aménagement de peine au bout de 7 mois. Lorsque vous êtes avocat, vous avez défendu à la fois des victimes d'un homicide involontaire et peut-être également des conducteurs. Alors moi, je fais ce que je sais bien faire, c'est-à-dire que je m'aventure pas sur des sujets où techniquement, voire émotionnellement, je ne peux pas. Donc je ne défends pas de victimes, je défends que des auteurs. Voilà. C'est un autre métier, me semble-t-il. En tout cas, c'est une autre approche du métier, et c'est peut-être aussi compliqué d'expliquer à
à une famille de victimes que l'on peut et qu'on sait défendre un auteur de Donc vous êtes du mauvais côté de la barrière et je n'aimerais pas me retrouver en face de vous si vous défendiez celui qui, après avoir bu, après avoir pris de la cocaïne, avait pris une voiture et avait tué l'un des miens. Bien sûr, je n'aimerais pas. Ce sont des dossiers toujours difficiles. Je n'aimerais pas parce que je considère évidemment que l'homicide involontaire n'est pas, cette qualification juridique n'est pas adaptée. Et ce que j'ai envie de dire à quelqu'un qui tue et qui a pris de l'alcool et qui a pris de la cocaïne ou des stupéfiants, qu'il a une part de responsabilité, bien sûr, et je traduis là un sentiment sans doute commun. Alors défendre quelqu'un, c'est aussi l'accompagner et l'assister dans le cadre d'un processus judiciaire qui le dépasse. Et j'ai toujours l'habitude de dire dans les dossiers les plus difficiles que défendre l'auteur présumé d'une infraction routière, ce n'est pas faire offense aux victimes. Ça fait partie du processus évidemment de jugement. Non mais alors, vous pourriez être avocat avec une autre qualification, c'est-à-dire que la loi pourrait changer. C'est ça que je veux dire. Je vous tiendrai pas forcément responsable. C'est pas vous qui avez écrit la loi. Mais d'ailleurs, lorsque le problème de l'homicide routier se pose, je ne sais pas quel est votre sentiment là-dessus. Très clairement, l'homicide routier ne changera rien. Il va soulager les victimes, certes, parce que c'est une. C'est pas rien. Mais c'est très important. J'entends bien. Ça changera rien. Ça changera rien dans le quantum des peines. Et moi, ce qui m'intéresse, ça change Pascal, quelque aussi, chose quand même. Ça change la psychologie dans ces affaires-là. Mon client, que ça s'appelle l'homicide routier, que ça s'appelle l'homicide involontaire, ça va pas changer sa prise de risque. Oui, mais la victime. Ça c'est autre chose. Oui, mais ce que je veux dire, je le vois dans l'ensemble. Les gens témoignent souvent. Ils ont le sentiment d'une forme d'injustice. C'est insupportable. Et l'homicide volontaire, évidemment, vous écartez cette qualification. L'homicide volontaire, oui, je l'écarte évidemment. Par contre, vous ne trouvez pas que quelqu'un est responsable? Non, par contre, la criminalisation, je l'ai déjà dit et je le répète. Pourquoi vous ne trouvez pas que la personne est... Pourquoi vous récusez l'idée d'homicide volontaire? Volontaire, parce qu'il n'y a manifestement pas d'intention de tuer. Si. Non. Par contre, vous avez peut-être tout fait pour que ça arrive. Ouais. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais la frontière est tenue. Non, il existe des crimes. Par exemple, les coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, c'est un crime puni de 15 ans de prison. Et donc, ma réflexion est de dire que peut-être nous pourrions envisager une criminalisation de certains comportements routiers sans qu'il y ait une intention. Je pense que celui qui, certes, est alcoolisé, certes, est drogué et certes, qui prend son volant, n'a pas l'intention, ne se dit pas, je vais tuer quelqu'un. Par contre, manifestement, son comportement totalement inadapté a provoqué un accident mortel. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, Monsieur Jossaume. Alors, question plus légère, bien sûr, quelqu'un qui vous appelle et qui veut récupérer son permis de conduire parce qu'il a été, par exemple, flashé à une 175 ou 180 à l'heure, etc. Vous vous engagez à lui rendre? Alors, s'il n'est pas interpellé et s'il n'est pas identifié, il n'y aura aucune difficulté pour qu'il puisse éviter et échapper aux sanctions les plus lourdes, parce que la loi est ainsi rédigée et parce que les pouvoirs publics, depuis 2003, la mise en place des radars automatiques, on pensait qu'on allait régler la sécurité routière avec des boîtes automatiques, et donc on a un peu lâché le reste, c'est-à-dire l'alcool, le stup qui explose au volant, d'une part, et d'autre part parce que ce qui intéresse, c'est vrai, la plupart du temps, l'administration, c'est de récupérer le fruit des amendes. Mais si on est interpellé, en revanche, là, on ne peut rien faire. C'est un peu compliqué, mais après, ça dépend des infractions, évidemment. Je vous remercie. Merci à vous. Beaucoup, Rémi Jossaume, que le public connaît puisque vous venez régulièrement. En plus, j'ai l'impression que vous êtes sur ce domaine, vous n'êtes pas beaucoup. On est très peu, effectivement. En droit routier. Mais moi, je suis avocat, mais j'ai une forme de militantisme aussi. Vous voyez, je pense que l'automobiliste est un justiciable, pas comme les autres, et que il est assez malmené en fait par le système judiciaire et le système légal de manière générale. C'est plus un contribuable qu'un justiciable. Enfin, moi, je m'aperçois quand même que 99% des gens ont leurs 12 points. Et puis, c'est toujours les mêmes. Et puis, quand vous faites un stage pour récupérer le permis, il n'y a que des hommes. C'est vrai qu'il y a une forte masculinité dans la délinquance routière. Ça, je pense que... Nous avons une conduite plus douce, nous les femmes. Vous avez combien de points, Madame Géraldine? J'ai eu mes 12 points, j'ai toujours eu mes 12 points. Et puis, elle n'a jamais eu un souci. C'est toujours les mêmes qui ont des soucis, si vous me permettez. C'est toujours les mêmes qui disent... Non, mais vous avez raison, il y a un taux de récidive extrêmement important en matière de délinquance routière. Les hommes en voiture, cher monsieur, ils sont insupportables. Pas qu'en voiture, mais notamment en voiture. Il est 12h26.